Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le cadre de l'anniversaire des 80 ans du débarquement, je vous propose une programmation exceptionnelle, des récits inédits et des interviews extraordinaires. D'ailleurs, vous savez qu'il n'y a plus de participants du D-Day qui sont toujours vivants en France. Tous les membres du commando Kiefer sont aujourd'hui décédés. Mais il reste des personnes qui vivaient tout près de Omaha Beach qui sont encore en vie et je vous propose de rencontrer Jean-Pierre Hollard. Il avait 9 ans le jour du D-Day et il va nous raconter son expérience à hauteur d'enfant. Suivez-moi. Bonjour Monsieur Hollard. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous à Saint-Laurent-sur-Mer à côté de Omaha Beach. Vous êtes né en 1935. Oui. Vous aviez 9 ans au moment du débarquement. Oui. Quels sont vos souvenirs à l'époque où les Allemands occupaient le territoire ici? Ils se comportaient de manière dure avec les Français? Non, pas chez nous, non. À part qu'il ne fallait pas laisser de lumière la nuit pour les avions, pour embarquer. S'il y avait une petite lumière qui dépassait, ils venaient taper à la porte pour qu'on camoufle. Non, autrement, on n'a pas eu de problème avec... non. En juin 1944, est-ce que vous vous attendez au débarquement? Vous savez que ça va se passer? Il y avait un air qui courait quand même, oui, que ça serait bien là que ça se passerait. Et à l'époque, vous habitez avec vos parents une maison près de la poste, c'est ça? Plus près de la plage? Oui. Et donc, que se passe-t-il cette fameuse nuit du 5 au 6 juin? Vous vous attendez à quelque chose? Vous êtes réveillé par quelque chose? Non, pas spécialement. Il y a toujours eu des bombardements la nuit, droite et de gauche. Et puis à 6 heures du matin, alors là, c'était tout près. Hein. Les bateaux devaient arriver. Et les bateaux tiraient sur la terre et les Allemands tiraient sur la mer. Ça faisait un bruit infernal. Vous avez eu peur à ce moment-là? Non. Moi, j'ai jamais eu peur. Je pense que je me rendais pas compte de ce qui pouvait se passer. Donc il est à peu près 6h, 7h du matin, il y a ces bombardements. Quelle est la réaction de vos parents à ce moment-là? Moi, je ne vois pas trop. Ils s'attendaient à bien des choses. Et puis... Ils décident de se cacher dans un coin de la maison? Voilà. Mon père voulait faire un abri derrière. Il avait mis un tas de bois. Et puis il est tombé un obus dessus. Heureusement que vous n'y êtes pas allé. Le tas de bois était éparpillé. Oui. Donc vous êtes caché dans un coin de la maison. Oui. Et là, il y a un Allemand qui pénètre dans la maison? Oui, pour s'abriter, parce que tellement ça éclaboussé dans la route, la mitraillage. Il est rentré, il s'est mis dans mon côté, il s'est tiré devant la fenêtre. Il n'a rien dit. Il est resté un moment, puis à un moment donné, ça s'est calmé un peu, il est reparti. Oui. Et vous êtes toujours caché à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe après? Moi, je sortais souvent, j'étais curieux. À la fenêtre, on me rappelait alors. Il fallait toujours voir ce qui se passait. Et dans vos souvenirs, qu'est-ce que vous voyez quand vous êtes devant les fenêtres? Souvent rien. Souvent rien. En attente qu'il passe quelqu'un, quelque chose. Mais je restais pas longtemps. Et après cet Allemand, il y a une autre personne qui pénètre dans la maison. Un Américain qui frappe à la porte et puis qui rentre. Puis qui a l'habit de facteur receveur de mon père, sur la rampe de l'escalier avec le képi, il a dit « Vous êtes gradé allemand avec votre famille ». Mon père, il a fait comprendre que c'était pas ça. Il se parle en anglais à ce moment-là? Ah oui. Oui, il a eu assez de mal à comprendre avec mon père, qui connaissait pas trop l'anglais. Oui. Bon, il a demandé s'il y avait quelqu'un là-haut. Il a dit que non. Et puis, il repartait. En repartant, il a dit « Mais où est le Boche ?» Mon père il a dit « Il y avait une haie, il y en a un qui vient de passer derrière la haie. » Mais il est parti voir, comme ça, Franco. Il y avait une petite brèche plus loin. Et puis, on est sortis là au moment. Ouais. Peut-être pour tout le monde, mais enfin, à plusieurs, on est sortis pour le voir ressortir. Il est ressorti avec l'Allemand devant lui, les mains sur la tête, et puis
Lui avait son fusil, puis celui de l'Allemand. Puis il redescendait vers la mer. Et il s'est retourné, il a balancé le marque là. Un billet allemand? Oui, pour nous remercier. Probablement qu'il avait pris dans le portefeuille de l'Allemand. Parce qu'ils leur prenaient leur portefeuille pour savoir à qui ils appartenaient, les régiments, tout ça. Donc les combats à Omaha Beach sont particulièrement violents, mais les Américains finissent par prendre le dessus. Qu'est-ce qui se passe une fois que les Américains commencent à arriver dans la ville et que les Allemands ont reculé? Ben, je sais pas. Ils ont eu énormément de mal là, à avancer un peu, qu'il y a eu beaucoup de casses sur la mer. Hein. Et je pense qu'on a un bruit qu'on a entendu dire qu'ils avaient demandé à Eisenhower la permission de rembarquer et puis de ratterrir plus loin. Et c'est pour ça que nous, ils nous ont pris, en principe, on devait partir en bateau pour l'Angleterre. Ah oui. En attendant les premiers libérés. Là. Oui, on était... Donc là, dans la journée du 6 juin, vous voyez arriver des camions américains qui se garent près de la poste. Oui, devant le parterre, là, oui. Et quelle est l'attitude des Américains envers vous, les villageois? Ben, j'étais assez décontracté. Hein. Ils sont sortis, ils nous ont donné des chewing-gums, des bonbons. Les premiers doigts de vie gamin, hein. Qu'on était à l'époque. Ça ressemblait un peu à une fête, du coup, ce moment avec les oui. Américains. Oui. Ils ont dû coucher près des camions, là, la nuit. Ma mère disait qu'ils avaient toussé toute la nuit, ils avaient dû sauter à l'eau, et ils avaient attrapé froid, je pense. Et le matin, en se levant, les camions étaient partis. Et puis dans la matinée, ils sont venus nous chercher pour descendre. Ils avaient peur de la bagarre dans le coin pour nous abriter. On est descendu par la mer. Donc quand vous dites on est descendu par la mer, vous avez longé le chemin qui longe Omaha Beach? C'est une route, hein, c'est la route qui va par le musée. Et alors là, il y a un tournant. Dès qu'on a aperçu la mer, couverte de bateaux, c'est impressionnant. Vous voyez encore en fermant les yeux cette scène? Oui, avec on appelait ça les saucisses, les ballons. Les zeppelins? Qui étaient sur les bateaux. Ah oui, les bateaux pour les avions. Tout à fait, pour empêcher les avions d'attaquer. Voilà, les câbles, hein, avec des câbles. Oui. Voilà, alors on a longé la mer. À un moment donné, il y avait de la mitraillage. Les Américains qui nous accompagnaient nous ont fait mettre à plat ventre tant que ça passe. Puis après, on a continué notre route. Il y a la descente à bateau un peu plus loin, là. Quand on est passé, il y en a un qui montait la descente à bateau, comme ça, avec un appareil photo. Mon père dit, il est fou celui-là de photographier sous la mitraille. Ça devait être un journaliste. Certainement. Oui. Bon, on a continué, puis on a monté sur le haut de la falaise, là, où c'est qu'ils avaient commencé à faire un petit camp, là. Mm-hmm. Parmi les Allemands, les prisonniers, les blessés, puis quelques Français. Mais on n'était pas nombreux. Hein, oui. Vous avez des souvenirs de la plage d'Omaha Beach ce jour-là? Qu'est-ce que, outre les bateaux, vous avez vu des cadavres? Vous avez vu des hommes qui sécurisaient encore la plage? Je me souviens pas trop, moi. Oui. Il y en avait, hein, oui. Il y en avait. Mon père disait, il les mettait sur des couvertures et il refermait la couverture. Et tant qu'il n'y avait pas tous les morceaux, la couverture n'était pas fermée, soi-disant. Ouais. Mais ça, ce sont les souvenirs de votre père, pas les vôtres. Oui. Moi, je ne vois pas trop. On regardait notre route, nous, puis on n'était pas grands, alors on voyait moins bien. Donc la première nuit après le débarquement, vous la passez dans ce camp un peu à l'écart. Voilà. Donc il y a des gens de Saint-Laurent-sur-Mer, plutôt des Français. Qu'avec nous, oui. Très peu, je ne sais pas si on était 7-8, plus que ça, une dizaine peut-être. Ah oui, on était juste ceux qu'ils avaient pris dans la maison en dessous de la poste. Autrement, ils ont pris le pays par l'arrière. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui se passe les jours suivants? Les jours suivants, on a couché une nuit là, et après ils nous ont rapatriés dans une maison qui rassemblait les gens là.
On est resté 2 jours, peut-être. Puis après, un gradé nous a dit qu'on pouvait regagner nos maisons. Ouais. On est reparti à pied. J'avais mon frère qui était tout petit. Un gradé a dit à un soldat de la descendre en jupe. Ah oui, en Il jupe. avait le petit dans les bras. Oui. C'est gentil, ça. Oui. Et ma foi, on est resté une journée ou 2 jours peut-être. Et puis là, ils sont revenus nous dire qu'il faut réévacuer, descendre par la mer. Il y a encore des tirs dans le coin. On est reparti. On est arrêté en face du musée, là, dans la matinée. Il se trouvait vers midi. Ils nous ont donné à manger. Vous vous souvenez, c'était des rations militaires ou c'était autre chose? C'était tout simplement, dans des gamelles ou quelque chose, du maïs. Du maïs? Alors moi, ça m'avait fait tout drôle aussi, Mais parce oui. que c'est ce qu'on donnait à manger à nos poules. Alors que pour les Américains, c'était un très bon oui, plat. ils mangeaient ça. Nous, on a oui. pour l'habitude de manger le maïs. Voilà, puis après, on est redescendu par la mer. Parce que on est remonté par le haut du pays, ils nous ont gardé un peu. Et après, on est redescendu. Oui, je vous dis ça 2 jours après. Oui, il y a un petit chemin derrière la poste. Et les Allemands, plus loin, avaient un abri. Et ils n'osaient pas se rendre, je pense. Ils venaient au bout du petit chemin, là. Et là, ils tiraient 2-3 coups de fusil en l'air, et puis ils se sont retournés. Oui. Alors les Américains les ont suivis un peu pour voir ce qu'ils faisaient. Ils rentraient dans l'abri, après. Et là, ils les ont eus au lance-flammes. Ah. Et puis après, ça a brûlé, ça a éboulé. Et ils sont toujours restés, je pense. Voilà, les premiers jours du débarquement. Après, on était parmi les Américains, gâtés avec les rations et tout. Du chocolat pour la première fois? De tout. Des conserves, ils avaient de tout. Oui. Est-ce que vous avez le souvenir d'écouter les informations à l'époque, Radio Londres? Il y avait une radio chez vous? Non. Pour la raison, c'est que les armes et les postes, il fallait les rendre à la mairie. Ah! Ah oui? Ah bon? Quand les Allemands sont arrivés. Oui. Par contre, il y en avait quelques-uns qui avaient encore des postes camouflés, mais nous, on avait rendu. Oui. Donc vous n'aviez pas d'autre moyen de vous informer que de suivre les indications que vous donnaient les Américains. Et comment vous avez su que tout était fini? Quels souvenirs vous en gardez? Ah ben, moi, c'était un peu une tristesse de plus voir tout ce matériel et tout qui disparaissait. C'était une compagnie. Il y a un côté pour les enfants un peu magique de voir les soldats, les jeeps. Oui. Ben, c'était magique. Oui. Autrement, on a repris notre petite vie. Et on a fait connaissance avec un Américain qu'on a par correspondance assez longtemps. Il est venu 2 fois à la maison. Ah. Oui. Après, il était décédé. On communique que, c'est plus moi maintenant, c'est un neveu qui habite Saint-Laurent, là aussi. Mon père avait reçu une lettre de la Poste de famille américaine demander à mon père s'il connaissait quelqu'un qui pouvait entretenir une tombe. Ici, dans le cimetière militaire? Voilà. Et mon père avait pris la charge. Oui, il en a eu plusieurs comme ça, oui, qui sont décédés. Mais on correspond toujours avec. On a eu ses parents qui sont venus aussi 2 fois, oui, avec ses frères et sœurs. L'Américain est encore venu l'année dernière, il ne va pas venir cette année-là. C'est pas celui qu'on a connu, ça.
c'est un des tombes. Et lui a eu 2 frères de tués. Ah oui, qui sont restés enterrés ici. Un ici et l'autre dans le cimetière d'Arlington, où j'ai été sur la tombe. J'ai été une fois aux États-Unis par une association OMA à Bedford. Oui. Et on correspond toujours avec. Oui. Ça crée des liens. Oui. Merci, Monsieur Hollard, d'avoir partagé vos souvenirs avec nous. C'est précieux d'avoir ce regard de témoin et puis un regard à hauteur d'enfant sur les faits. Je suis peut-être pas très bien exprimé. Mais si, c'était très bien. Enfin, c'est... Merci à vous. Il n'y a pas de quoi. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Cette semaine, vous avez le droit à une programmation exceptionnelle autour des 80 ans du débarquement le 6 juin 1944. N'oubliez pas d'aller voir les autres interviews et les récits inédits que nous vous proposons. C'est sur toutes les plateformes d'écoute, c'est gratuit et on se retrouve également à 15h sur l'antenne d'Europe 1. À bientôt.